Guillaume et Kevin, salut! 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 Bon, on vous a quitté au Maroc. Yes. Là, on va enchaîner avec la traversée du Sahara. La question qu'on se pose, c'est comment on gère la chaleur du Sahara? Est-ce que c'est pas trop étouffant? Et les vélos, est-ce que les pneus ne fondent pas? Ça aurait pu, mais non. En fait, bon après, on y va progressivement, hein, puisqu'on descend tout en douceur hein, vers le Sahara occidental ou le Sahara ou la partie mauritanienne, la partie marocaine, pardon. Globalement, non, il y a une chaleur accablante, surtout liée au fait qu'il y ait de moins en moins d'espace d'ombre. Ouais. Je me souviens, on s'est souvent mis à côté des maisons pour récupérer un petit peu d'ombre pour manger le midi. Mais après, globalement, le soleil reste, on va dire, plus ou moins le même. Je sais pas, on est monté à 40 degrés peut-être. Peut-être, ouais. Il fallait pas s'arrêter, c'était la règle. Ouais. C'est dès qu'on s'arrête. Avec le vent, ça... Exact, ouais. Pareil, chapeau tout le temps, crème solaire. Enfin, on évitait de mettre de la crème solaire. Du coup, on portait souvent des chemises longues, des pantalons longs, parce que le soleil, forcément, est assez fort. Et oui, la règle d'or, c'était de pas s'arrêter, quoi. Mais quand vous dites vous arrêtiez pas, c'est-à-dire vous faisiez des sessions de combien de temps? Vous rouliez pas non plus pendant 10 heures d'affilée? Non, mais c'est là où on a fait le plus long trajet, environ 160 km sur une journée. Bon, aidé par un vent de dos, c'est sûr. Mais déjà, on roulait beaucoup, oui, pour ces questions de chaleur, puis aussi parce que entre les villages, les distances étaient très écartées. Par moment, il fallait faire 5 km pour rejoindre le prochain village. Donc, ça a montré qu'il fallait quand même avancer si on voulait récupérer de l'eau. Du coup, c'était ça. C'était ma question. C'était comment vous faisiez? Vous aviez pris des réserves? Vous aviez combien d'eau d'un village à un autre? Grosso modo, 10 litres? C'est vrai qu'on était, c'était les premiers moments où on était super prudent avec l'eau. Donc, on avait des poches de 6 litres par personne qu'on remplissait en fonction de la distance qu'il y avait avec les autres villages. Donc, une poche de 6 litres, on a une grosse gourde de 2 litres, un thermos, très utile le thermos, je crois que c'est le truc à retenir, que quand il fait très chaud comme ça, les gourdes, en plus c'est de l'acier, se réchauffent vite, et le thermos avait cet avantage d'avoir de l'eau un petit peu fraîche, donc sur 1 litre, et on avait une petite gourde après qu'on utilise régulièrement, la plus régulière de 700 millilitres. Donc globalement, je pense qu'on tournait à 5 litres peut-être. Vous n'avez pas eu des galères, par exemple sur l'étape de 160, des moments où vous disiez on ne tiendra pas jusqu'au bout, on a presque plus d'eau, ça va être trop difficile? Il y a eu un moment un peu compliqué, oui, parce qu'on n'avait pas pu se recharger en eau, mais on était dans un petit village où on a pu trouver un hôtel qui pouvait nous ravitailler en eau. Mais ouais, on a eu un petit moment compliqué dû à une mauvaise gestion de notre part, puis aussi dû aux missions bien sûr, mais sans plus, quoi. Ça a été très vite géré. Vous n'avez pas été en danger de mort, de déshydratation? Ça serait dommage. Enfin, là, ça aurait été un peu bête, surtout qu'on était quand même sur la route principale, la grande route du Sahara. Donc, il y a aussi des voitures qui se sont arrêtées pour nous donner des bouteilles d'eau fraîches. Ah ouais. Ouais, souvent, il y a le côté vraiment aventurier là, qui entre en jeu. Parce qu'il peut y avoir, ce qu'on n'a pas eu par chance, sauf une matinée, un vent de face, mais violent, quoi. Vraiment, un truc. Et on a eu des petits récits de voyageurs qui étaient dans des petits hôtels, ce genre d'auberges. Et ils racontent, ils pleuraient sur la route parce qu'ils n'arrivaient pas à avancer. Nous, par chance, on a eu ça qu'un seul moment à Darla, donc une petite péninsule sur presque la frontière avec la Mauritanie. Et du coup, on véhicule cette image de l'aventurier. On nous filait beaucoup d'eau, et des Portugais qui s'étaient arrêtés. On avait passé un super moment avec eux. On les a vus à l'aller et au retour, parce qu'eux, ils allaient au Sénégal. Il y a eu tout un petit. C'est les débuts justement d'une superbe entraide. Entre voyageurs ou simplement citoyens et nous aventuriers, quoi. Et justement, vous avez croisé d'autres personnes à vélo? Non. Non. C'était là, un japonais. Un japonais qu'on a croisé qui était comme nous, on a dormi au même endroit, parce que dans le Sahara, il y a une particularité aussi, il y a beaucoup de contrôle de Marocains. Militaires. Et ils nous imposent, alors ça c'est un peu difficile pour nous, mais ils nous imposaient de dormir dans des endroits dits sécurisés pour eux.
Il voulait pas qu'on dorme n'importe où, donc dès qu'il était vers 17h et qu'on était à un contrôle, il nous recommandait de dormir par exemple dans la station-service où nous étions. Et à ce moment-là, on rencontre un autre voyageur à vélo, un japonais, qui ne parlait pas un mot d'anglais, très peu d'anglais. Donc pas simple d'échanger avec lui. Puis japonais, avec toute la culture japonaise qu'il a, donc on a eu du mal à échanger, mais les quelques échanges qu'on a eu, c'était très intéressant, très fort. Lui, il faisait un grand voyage en Afrique. Et nous parlant sans trop parler anglais, puis en plus au Maroc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent anglais, donc il a dû avoir du mal, mais il faisait beaucoup de mimes. Ouais, c'était génial. Et c'est la seule grande rencontre de cyclistes. Il n'y en a pas beaucoup. On n'était pas forcément à la bonne période, puisque c'était l'été. Oui. C'était la période où il était le plus chaud. Donc je pense que non, il y en avait peu globalement. Après, il paraît que ça se fait pas mal. Il y en a pas mal qui se lancent dans ce genre de traversée, parce que juste après cette partie du Sahara, on arrive vraiment sur l'image du Sahara qu'on a tous, c'est-à-dire du sable, et ça arrive en Mauritanie. Ok, alors ça sera le teasing pour l'épisode de la semaine prochaine. et vous n'avez pas eu de mésaventures de pirates de la route ou de choses comme ça là dans cette partie-là, non? Heureusement non, il y a eu une nuit un peu étrange, c'est dans le Sahara la nuit. Oh oui. Ouais, donc un soir on se dit on va dormir. Pour le coup, il n'y avait pas de ville. On avait ce qu'il faut pour manger, ce qu'il faut pour boire. Donc ensuite, on va s'écarter un peu de la route pour dormir tranquille. On se pose donc derrière une dune pour être sûr de ne pas être vu. Et le lendemain matin, en se réveillant, on aperçoit 3 4x4 qui dormaient, qui étaient garés à côté de nous avec du coup des personnes qui dormaient à côté. On se dit mince, ils auraient pu nous écraser pendant la nuit. S'ils sont arrivés vers 3-4 heures du mat. Pour dormir, ils ont monté leur petit camp et puis ils sont allés se coucher. Et nous, on était là. Et ce qui est drôle, c'est que Guillaume, en fait, juste avant d'aller se coucher, il a posé une petite caméra embarquée pour faire un time-lapse, pour voir le lever de soleil ou ce qui se passe pendant la nuit, quoi. Donc il lance son time-lapse, et à ce moment-là, en fait, qu'on se rend compte qu'ils sont passés pas loin de la caméra embarquée, donc pas loin de la tente. Enfin, hyper dangereux. Pour le coup, j'avoue que le matin, on a eu peur, vraiment. Ah bah c'est clair. Ouais, c'est clair. Bah écoutez. Après, tu ne peux pas avoir de mésaventures, je pense, sur ça doit être très rare. Il y a tellement de militaires, il y a une telle occupation du territoire par les militaires marocains que, faut vraiment mal tomber. Non, oui, globalement, on se sentait à la fois en insécurité parce qu'il y avait beaucoup de militaires et à la fois en sécurité parce qu'il y en avait beaucoup. Ouais, c'est ça qui est paradoxal. Exactement. Puis on nous recommandait de pas trop nous écarter des routes parce que, surtout en approchant la Mauritanie, il y a des mines qui sont encore présentes. Il faut y faire très attention, mais de toute manière, nous n'avons pas pour objet de s'écarter trop de la route, puisque nos vélos n'étaient pas assez larges pour se permettre de rouler dans le sable, donc c'était 8 heures de question de faire ça. Ok les gars, je vous dis à la semaine prochaine, et puis on va attaquer la Mauritanie. Avec plaisir, à la semaine prochaine. Salut les gars, ciao. Salut.